Stéphane m'avait appelé, m'a demandé en fait de faire une intervention avec un regard croisé avec Alain, parce qu'Alain, vous savez, fait partie d'un groupe ressources de la EPS qui est le CEDREPS, et Yvon et moi, on est devenus co-coordonnateurs du groupe Plaisir en EPS depuis l'année dernière. Donc, c'est une chance de passer après Alain, puisque je vais pouvoir, en fait, j'ai pris quelques notes et donc je vais pouvoir faire référence à des passages de son intervention. Je vais essayer de vous présenter très rapidement le cadre du groupe avant de démarrer pour comprendre ensuite la proposition qui en découle, même si je sais qu'aux journées Jean Zoro, Philippe et François, enfin surtout Philippe Gagnère, est venu et puis a bien débroussaillé le terrain. Donc ce qui m'intéresse moi avec les élèves, c'est de construire une dynamique du plaisir avant tout en EPS, pour ensuite donner du sens au progrès. C'est un peu ce qu'a dit Alain quand il a terminé son intervention. Mais avant ça, faut d'abord savoir ce que c'est le plaisir, et surtout le plaisir de pratiquer. Avec le groupe, on n'a pas abouti à une définition qui est, on va dire, très approfondie, mais on ne peut pas aller beaucoup plus loin que ça au final. Pour nous, c'est qu'un ressenti, le plaisir. C'est un ressenti positif pendant ou juste après l'action, voilà, qui est différent des émotions. Et moi, je me pose la question aussi de, voilà, puisqu'on est dans un cadre scolaire, qu'est-ce que progresser? Moi, j'ai un truc qui me va pas trop mal, c'est le fait d'aller vers un degré supérieur, d'aller vers une étape supérieure. Ça reste assez large pour qu'on puisse englober en fait les apprentissages et tout ce qui en découle, les adaptations. Et ce qui va être intéressant de travailler particulièrement, c'est le lien entre la dynamique du plaisir et le sens des progrès. En 2007, François Lavie et Philippe Gagnère appelaient ça la dialogique. Donc ils avaient d'un côté la mobilisation, d'accord, donc satisfaire au plaisir immédiat des élèves, et de l'autre côté, ce qu'on peut appeler l'adaptation. Donc l'adaptation, c'est plutôt du côté des apprentissages, et c'est donner à l'élève une insatisfaction provisoire dans les propositions qu'on va faire pour ensuite enclencher une dynamique d'apprentissage, le sens du progrès, et lui donner envie de mieux agir dans les tâches qu'on va lui proposer. À l'époque, ils avaient appelé ça l'épreuve-preuve, ce qui a un peu évolué depuis. Pour comprendre un peu ce qui se passe en termes d'apprentissage, il y a un schéma assez simple. Donc, au départ, vous avez des processus, c'est tout l'environnement que vous proposez aux élèves, toutes les situations, les tâches, on peut appeler ça comme on veut, peu importe. C'est les déterminants, c'est ce qui conditionne l'apprentissage. Ça va donner un produit. Ce produit, quand vous avez vécu l'action, c'est sur une échelle du plaisir et du déplaisir. Et au final, qu'est-ce qui va rester aux élèves? Des traces. Un affect positif ou un affect négatif qui va lui donner l'envie ou pas de recommencer l'expérience qu'il a vécue. Et nous, on part du principe que on ne doit pas forcément poser d'emblée un problème aux élèves, comme l'a dit Alain, mais au contraire, susciter le désir d'agir d'emblée, sans forcément lui poser un réel problème. Donc, quand on regarde le schéma, vous voyez que d'un côté, on a le plaisir et le déplaisir. Ce sont, on va dire, c'est un axe indissociable. On ne peut pas parler du plaisir sans parler du déplaisir, c'est impossible. D'accord ? Dans le cadre théorique qu'on essaye de mettre en place, ces deux notions sont omniprésentes. Alain parlait de jeu. Il est vrai qu'à un moment donné, il va y avoir des frustrations, il va y avoir de l'ennui, il peut y avoir toutes ces choses-là. Et c'est tout à fait normal. Et notre rôle, c'est d'essayer de mobiliser les élèves pour que ces phases d'ennui et de démobilisation soient les moins présentes possibles dans les cours d'EPS. Sur cet axe, on voit très bien que d'un côté, on va avoir des élèves, et nous, c'est ce qu'on recherche à construire avec eux. Tu parlais de grands thèmes comme de laïcité, etc. Je pense qu'un des thèmes aussi très importants de l'école aujourd'hui, c'est redonner confiance aux élèves, l'estime d'eux-mêmes. Parce que si on n'arrive pas à être dans cette confiance en soi, justement, on va se retrouver avec des élèves qui vont aller chercher une puissance d'exister
ailleurs, sur les réseaux sociaux, sur Internet. Voilà, ils vont peut-être aller chercher une envie d'exister ailleurs que par la pratique d'activité physique. Et ça, ce serait dommage. Donc c'est à nous de leur fournir ces occasions-là aux élèves. Je vais vous présenter très rapidement 3 outils qu'on mobilise avec le groupe. Donc d'abord les pistes pédagogiques. Nous on pense qu'un cours, on va pas chercher d'emblée à apprendre quelque chose aux élèves. Ce serait illusoire de penser ça pour nous. D'abord, il faut essayer de tisser des relations humaines bienveillantes et émancipatrices avec les élèves. C'est très important. La relation pédagogique doit être placée au cœur de l'acte éducatif et au cœur de l'acte d'apprentissage, pour nous. Donc, on considère d'abord les élèves comme des personnes, comme des adolescents, avant de les mettre dans la position d'apprenants. Et même avant qu'ils soient apprenants, ils sont pratiquants. On ne peut pas être apprenant si on n'est pas pratiquant. Voilà, c'est des choses comme ça qui sont importantes à dire. On essaye de favoriser une réussite quasi immédiate. Au contraire d'arriver avec nos gros sabots et de dire voilà, on va lui poser un problème à l'élève, on va lui poser un problème d'emblée. Donc, qui dit problème dit échec. C'est comme ça. Non, nous on va essayer tout de suite, il faut qu'il réussisse. Tout de suite. On va essayer d'ajuster l'enjeu au niveau des élèves. Donc ça, je ne reviens pas là-dessus, Alain l'a très bien décrit. Les préoccupations des élèves, je ne reviens pas dessus. L'autodétermination et l'interdépendance, ça va être important notamment en acrosport. Faire vivre des expériences marquantes, ça je m'arrête un peu dessus. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Pour moi, les élèves, ils doivent être marqués au fer rouge, au sens figuré. Dans les cours de PS, les affects vécus, les expériences émotionnelles qui vont être vécues par les élèves sont hyper importantes. À la fin, qu'est-ce qui reste d'un cours de PS? Des bras amortisseurs, des bras appui ou un affect? C'est quoi la trace qui reste finalement? Et donc moi, c'est ce qui me préoccupe quand j'organise mon cours. Qu'est-ce qui va rester à la fin? Quand il aura 30 ans, 40 ans, 50 ans, qu'est-ce qui va lui rester? Sachant qu'il ne saura plus faire un saut de main ou quoi que ce soit. Enfin, je pense. Proposer des contenus en phase avec le niveau d'adaptation. C'est pareil, ça, de l'individualisation, tout le monde en fait. Et un autre axe important, c'est repérer et capitaliser les progrès avec des outils simples. Jean-Luc Ubaldi l'avait fait très bien dans le dossier EPS sur l'évaluation en direct. Nous, on est partisans à 100% de ça. Pédagogie de la mobilisation, qu'est-ce que c'est? Je voulais m'arrêter là-dessus. Le fait de réussir un objectif prioritaire. Il faut que ce soit trop facile, ce qu'on propose aux élèves au départ. L'élève, il doit vous dire « c'est trop facile, monsieur. Monsieur, c'est trop facile ce qu'on fait. » Ok, il ne doit pas dire « monsieur, c'est dur, là, j'y arrive pas. » Non. Qui voit l'élève en boss, ça veut dire qu'on regarde plutôt ce qu'il sait faire et on ne fait pas une liste de ce qu'il ne sait pas faire en fait. Il ne sait pas faire ça, 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 il ne sait pas faire ça. Non, on va insister sur ce qu'il sait faire et les capacités qu'il peut mobiliser. Qui balise progressivement son chemin. C'est-à-dire qu'il faut que l'élève, en fait, il ait des paliers à franchir. Ils l'ont très bien fait. Enfin, il y a certaines fédérations qui le font très bien. En judo, par exemple. Ils ont inventé un système de ceinture qui fonctionne pas trop mal jusqu'à preuve du contraire. Quand on va au ski, on franchit des pistes de couleurs en fonction du fait qu'on soit débutant ou expert. Enfin, dans plein d'activités, c'est fait. Nous, en EPS, on voudrait qu'ils soient ceinture noire avant qu'ils aient commencé l'activité, quoi. Donc, ça pose des problèmes. Et qui valorise le plaisir immédiat. Et nous, on l'a différencié par rapport à une pédagogie des manques et de l'échec. Alors, qui fait de l'échec immédiat un objectif prioritaire. J'abuse un peu peut-être en notant ça. Je me suis dit, ouais, tu vas fort là quand tu as ça. Mais c'est presque la réalité. Réussir d'emblée, pas question. Pas question que l'élève y réussisse ce que je veux lui proposer d'emblée. Sinon, ça veut dire qu'il n'aura rien appris, évidemment. Donc, il faut qu'il voit au final l'élève qu'il n'est pas bon, quoi, qu'il est nul en fait. Et là, on va pouvoir lui dire, tu vois que tu n'es pas bon dans la tâche que je te propose, tu vas avoir plein de choses à apprendre avec moi, tu vas voir, je suis un bon prof. Donc ça, c'est voir l'élève en creux en fait. Et souvent, c'est une pédagogie qui cherche à interdire. Tu n'as pas le droit de faire ci, tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de jouer en revers surtout, hein, en tennis de table, il faut jouer qu'en coup droit. Faut jouer qu'en coup droit, c'est marqué. Voilà. Qui repère souvent une situation initiale
ça on le fait beaucoup, même moi parfois dans certaines activités, et voilà, et qui repère l'écart. On repère l'écart. Voilà, il va falloir combler l'écart par rapport à la situation initiale. Et souvent, c'est une pédagogie, je fais un peu de caricature, mais je force le trait, qui valorise le plaisir différé. Tu verras à la fin, tu auras du plaisir, tu vas réussir, mais à la fin, ça va être immense la joie que tu vas avoir. Donc en fait, tu souffres à tous les cours de PS, voilà, tu passes des mauvais cours de PS, mais tu verras à la 10e leçon, tout ira bien. C'est normal. Et cette année, au dernier séminaire, on a avancé sur une notion, le jeu scolaire. On s'est dit, allez, on y va, c'est parti, on va passer pour des amuseurs, c'est parti, on y va. Jeu scolaire, et on a essayé de donner une définition. C'est une situation motrice mobilisatrice, adaptée aux capacités des élèves et évolutive, permettant aux élèves de cheminer avec plaisir sur un itinéraire balisé par des paliers. Ce jeu doit posséder plusieurs fonctions, et ça c'est important. D'éducation, avec les valeurs qui sont derrière, d'émancipation pour l'épanouissement des élèves, d'apprentissage, parce qu'on est à l'école, donc il faut bien des contenus scolaires à un moment donné, et d'évaluation, c'est-à-dire la réussite de tous qui est notre objectif. Je passe. On va arriver sur le cœur du sujet maintenant j'ai brossé assez vite le cadre. Un jeu mobilisateur, parce qu'avant qu'un élève soit apprenant, il doit être pratiquant de quelque chose. Hein, Maurice Porte l'avait très bien dit, une tranche de vie de quelque chose. Acrosport, gymnastique accro. Quand on voit un peu l'histoire de cette activité, on peut repérer beaucoup de choses. Vous voyez, là, vous avez en Espagne les fameuses tours humaines. Hein, pour moi, ça fait partie de l'histoire des activités acrobatiques. La solidarité et l'interdépendance qui va exister entre les acrobates pour amener la personne le plus haut possible. Le main à main, d'accord, l'acrosport, voilà, et le cirque, c'est des frères, quoi, si vous voulez. Donc le main à main, voilà, là-dessus, on doit s'en inspirer aussi, je pense. J'ai mis une petite photo de la compagnie XY. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de les voir, ils sont passés à Paris, ils sont passés par chez moi, donc je suis allé les voir aussi. C'est impressionnant comment ils arrivent à mobiliser les autres pour dynamiser les figures et se réceptionner en retour de figure. C'est du grand art. Et puis le petit dernier, j'ai découvert ça moi il y a 2 ans, les cheerleaders. Mais c'est impressionnant, vous irez voir des vidéos, c'est voilà, pareil, pour moi c'est de la pure acrobatie en interdépendance avec les autres. Donc, pour susciter le désir d'agir, je vais vous présenter plusieurs facettes de l'acrosport en fait, et puis quelques choix que j'ai opérés dans le traitement de l'activité. Alors, comme Alain, voilà, on va voir une petite vidéo de... Alors, je vous la présente quand même, c'est de la demi-finale de zone. Ça veut dire... c'est pas du niveau extraordinaire, un peu comme ce qu'a présenté Alain, hein. C'est pas du FIG, c'est pas de l'international. Moi, j'ai voulu vous présenter une vidéo de ce qui se fait un peu en milieu fédéral. Vous voyez, quand en sport co, on dirait ouais, tu joues en région, quoi. Vous voyez, parce que je voulais pas montrer un truc trop élevé qui est pas parlant en fait. Et je vais essayer de la commenter cette vidéo, puis de vous montrer 2-3 choses sur l'activité. Donc, on voit que les acrobates, les acrogymnastes, entrent en formation et se positionnent sur une formation qui est en diagonale. Il y a forcément, comme tu le disais Alain, des aspects chorégraphiques qui rentrent en ligne de compte. Et ils vont se déplacer, ils vont faire des liaisons pour aller se positionner sur un lieu. Ça, c'est important. Ils ont choisi un lieu, donc c'est programmé. Ils ont choisi un lieu pour aller faire une figure. Voilà, on voit qu'il y a une phase de préparation de figure qui est importante. Voilà. Ils se préparent à faire la figure. Et, chose importante, on voit quoi là? Un tapis. Donc, on voit que dans la pratique fédérale, voilà, on a le droit d'utiliser aussi, à un moment donné, un tapis. Bon, là, il fait une grosse figure, ok. Mais c'est pas ça qui est important. Là, regardez comment ils se retrouvent. Ils se retrouvent en formation. Ils sont en losange, là, en fait. Après la figure, ils ont un moment où ils se retrouvent pour enchaîner avec la suite. Et, on l'entend pas bien, je peux pousser un peu le son, peut-être que vous ne l'entendrez pas trop, c'est en relation avec la musique tout ce qu'ils font. Hein. Donc là, il va y avoir une phase, voilà, de synchronisation avec de l'acrobatie, des déplacements en contact,
Et on voit qu'à chaque fois, ils prennent une formation. Là, vous voyez, ils se déplacent en formation, les acrobates. Et encore une fois, ils vont se retrouver sur un lieu pour préparer la figure. À chaque fois, c'est cette logique-là, quoi. Le l'enchaînement, il est découpé comme ça. Ce qui est important dans ce qu'on vient de voir, c'est qu'en réalité, voilà, l'enchaînement, il est programmé, mais il est découpé aussi. Et à chaque fois, on voit qu'il y a des alternances de figures et de formation, de figures et de formation, de figures et de formation. Et en fait, c'est des moyens pour conserver la continuité de l'enchaînement, en fait, tout ça. C'est des choses qui sont mises en place. Ce qui va être important, je pense, dans l'activité, voilà, c'est sur la base d'un code, le code, on y reviendra. Les acrobates doivent résoudre à jouer la contradiction entre prendre des risques, et Alain a beaucoup insisté sur maîtriser les risques. Mais avant de maîtriser un risque, il faut en prendre. Voilà, c'est important. En produisant en interdépendance, c'est pas seulement de l'écoute motrice, l'acrosport, c'est de l'interdépendance motrice. C'est pas tout à fait le même niveau. Des formes acrobatiques maîtrisées collectivement. Ce risque en assurant le plus finement possible l'équilibre du vol, du renversement et surtout de la réception. Vous ne verrez jamais en acrosport une réception qui n'est pas accompagnée. C'est impossible. Dans la pratique de référence, c'est toujours accompagné. Et là, j'emprunte un peu de Claude Berthelot, voilà, qui est enseignant ici à Paris-Lacretel, je crois. La spécificité de l'acrosport, bien sûr, c'est son côté acrobatique, mais c'est surtout le développement d'une collaboration motrice instable et qui est toujours en interdépendance. Ça, c'est fondamental. Les trois rôles. Alors, je trouve qu'Alain, moi, a pris le parti pris d'axer quand même la forme de pratique qu'il va proposer sur le voltigeur. Moi, je vais plutôt faire l'inverse. Je vais plutôt axer les formes de pratique sur le porteur et l'aide. Pourquoi ? Moi, je considère le porteur comme un agrès humain. Un agrès humain. Ouais, en gym, on a la barre parallèle, on a la barre fixe, on a le sol, on a le saut, etc., etc. Ce sont des agrès, c'est du matériel. Là, l'acrosport, l'agrès, c'est l'humain, c'est l'autre. Sauf que cet humain-là, il a des propriétés spécifiques pour manipuler le voltigeur grâce aux saisies qu'il opère sur lui. Donc, en fait, c'est un agrès mobile propulsif. Donc, il est génial, cet agrès, en fait. Il est encore mieux que les autres, au final. C'est le meilleur agrès possible, presque. Et le joker, l'aide, qui va conditionner tous les apprentissages des élèves. Parce que nos élèves, c'est la question qui a été posée. Moi, je suis enseignant à plein temps tous les jours. J'ai plein d'élèves, ils se scratchent sur les bras, quoi, tout le temps. C'est la folie, quoi. Ils savent pas être en appui brachial, quoi. Sur les bras, ils n'y arrivent pas. Il y en a plein. Et donc, si je fais ce pari-là, parce que c'est un pari ce qu'a fait Alain, il a fait un choix personnel, je ne vais pas avoir beaucoup d'élèves en réussite. Après, on peut toujours travailler beaucoup de séances sur un même objet et finir par y arriver. Quand on fait un choix de figure, c'est pas anodin. Alors moi, je ne mets pas le critère danger comme Alain en valeur. D'ailleurs, je crois que tu avais fait un article dans la revue Hyper, les chemins d'accès à la culture ou vers le chemin d'accès à la culture gymnique, et tu parlais un peu de ça. Je ne vais pas valoriser la figure que j'ai barrée en rouge, pourquoi pas ? Pas seulement parce qu'elle est dangereuse, effectivement elle est dangereuse, mais surtout parce que le porteur, en fait, en aucun cas il est en interdépendance avec le voltigeur. Le porteur, c'est une brique, ça pourrait être une chaise, il ne fait rien. Donc je vais l'éliminer de mon choix. Par contre, je vais plutôt valoriser les figures en interdépendance, où il y a communication motrice entre les deux. Ça va m'intéresser, sur les statiques. Sur les dynamiques, c'est pareil, hein ? Le saute-mouton, c'est très bien, il n'y a pas de problème, d'accord ? Mais on va pouvoir l'utiliser dans des petites liaisons, ou voilà, c'est pas dangereux non plus, hein. Mais ce qui va m'intéresser plutôt, moi, dans les figures dynamiques, c'est d'avoir des porteurs, des aides, qui dynamisent le voltigeur. Pourquoi ? Là, il subit, vous voyez, sur un saute-mouton, le porteur, il est plutôt en position pareille, de brique, il subit l'action, et c'est le voltigeur qui fait tout. Donc mon choix, il va se porter plutôt sur, alors ça n'existe pas dans le langage de acrosport, mais moi j'appelle ça comme ça, les figures combinées EES, pardon. Donc il faut, pour moi, un montage dynamique de la figure avec des aides, un moment de figure statique et un moment de démontage dynamique. En fait, c'est très facile au final pour les élèves parce que la fonction d'aide et de porteur, elle est imbriquée
Et du coup, on arrive avec des systèmes de manipulation d'élèves à arriver à faire une véritable activité acrobatique avec les élèves. Et c'est ça qui est intéressant. Jouer à enchaîner. Alors, en sport acrobatique, la continuité ou la fluidité, elle est réglementée elle s'opère grâce à des règles en fait. C'est pas très compliqué au final. En trampoline, d'accord, on a le droit à 10 touches. C'est-à-dire que vous tapez sur la toile, ça fait 1. Vous devez faire une figure, vous retapez sur la toile, ça fait 2. Vous faites la figure, vous retapez sur la toile, ça fait 3. D'accord? Vous avez le droit à 10 touches. Ça fait 10 figures en fait, mais on parle en touches. Si la personne, elle fait touche, touche, d'accord? Elle a fait 2 touches. Et là, elle a perdu la continuité, elle est pénalisée. D'accord? Si elle fait une chandelle. En tumbling, donc pour ceux qui ne connaissent pas, grande piste rebondissante avec un tapis au bout pour faire la grosse figure. Donc on part, on court, on fait une rondade, on fait plein de tempos ou des flips. Et à la fin, on met un double tendu par exemple. Là, on a le droit à 8 touches. Mais attention, 8 touches pieds. Là, ils ont précisé. Ils ont dit c'est des touches avec les pieds. Quand vous touchez le sol avec les mains, ça compte pas. Donc la personne, elle part, elle fait une rondade. Ça fait combien de touches? 1. D'accord? Elle a couru, elle a posé ses mains, elle a posé les pieds, ça fait 1. Après, elle fait un flip. Elle a posé les mains, elle a posé les pieds. Ça fait 2. C'est que les pieds qui comptent. Donc, ils ont fait en sorte qu'il y ait une continuité grâce à ça. En acrosport, eux, pour contraindre un peu la continuité, ils ont dit on va mettre un temps limite. 2 minutes 30. Donc la composante temporelle, en fait, c'est ce qui permet en fait de contraindre de la continuité. Et moi, voilà, vu que j'ai fait un peu de tumbling et tout, je me suis dit, mais pourquoi on ne ferait pas des touches en acrosport pour contraindre la continuité des élèves? Du coup, dans les formes de pratique que je vais utiliser, dans les jeux, ça va être réglementé, quoi, les touches auxquelles on a le droit.